Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. J'en reçois aujourd'hui Jacques Sapir avec qui nous allons parler de sécurité mutuelle nucléaire. Nous connaissons Jacques Sapir, l'économiste, maître de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Nous connaissons moins Jacques Sapir, l'expert en armement et en affaires stratégiques, expertise qu'il a acquise à la Fondation pour la recherche stratégique et également travaillant pour le ministère de la Défense. Il revient pour nous sur la tribune d'Oleg Nesterenko, nous exposant les raisons pour lesquelles la Russie a décidé de dératifier le traité d'interdiction des essais nucléaires. Jacques Sapir, bonjour. Que vous inspire la tribune d'Oleg Nesterenko ? Alors, c'est quelque chose qui est éminemment politique, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Les États-Unis, de fait, font traîner, ne ratifient pas toute une série d'accords, et les Russes, disons, signalent leur mauvaise humeur par rapport à ce comportement en dératifiant maintenant un accord, mais un accord qui n'aura été ratifié pratiquement que par la Russie et quelques autres pays. Les États-Unis ne l'ont pas ratifié, et les nouvelles puissances nucléaires, c'est-à-dire en réalité les proliférateurs, comme le Pakistan, l'Inde, Israël, la Corée du Nord, ne l'avaient pas ratifié. Donc, c'est quelque chose d'assez formel. Mais ce n'est pas parce que c'est formel que c'est sans importance. C'est formel, certes, mais ça signifie en réalité qu'il y a aujourd'hui une perte de confiance réciproque entre la Russie et les États-Unis, et que le système des traités, si vous voulez, de limitation des armements nucléaires, dont je rappelle que ces traités sont assez anciens. Ils ont commencé au début des années 70, sous la présidence de Richard Nixon. C'est sous Nixon qu'a été signé le premier traité. Bref, toute cette architecture qui a été mise en place est en train de s'effondrer. Et donc, quelle était cette architecture ? Pourquoi à l'époque avait-elle mis en place et qui donc s'est ingénié à la détricoter ? Alors, elle avait été mise en place d'un commun accord par les États-Unis et par l'Union soviétique, qui considérait que les stocks d'armement nucléaire étaient devenus ridicules par leur nombre. Il y avait plus de 10 000 têtes aux États-Unis et probablement 12 000 en Union soviétique. De quoi faire disparaître la planète 3 ou 4 fois pour chaque arsenal, si vous voulez. Bon. Donc, à un moment donné, les dirigeants se sont dit tout ceci est un petit peu ridicule, nous pouvons assurer notre sécurité à un niveau bien moindre. Il y a un deuxième point, et ce point avait été en particulier signalé par Richard Nixon. C'était sur le traité, si vous voulez, contre les systèmes d'interception des missiles. Et Nixon avait dit, oui, c'est le traité ABN. Et Nixon avait dit, et c'était tout à fait exact, que ce traité était que ces systèmes antimissiles étaient en réalité une incitation à tirer le premier. Et que, évidemment, ça, je dirais, accroissait le risque de guerre nucléaire, y compris par erreur. ABM, on est bien d'accord, c'est ce que donc les Américains ont placé en Pologne, en Roumanie, en République tchèque. Alors, c'est plus compliqué que cela. Le traité ABM, initialement, était prévu pour protéger contre les missiles intercontinentaux. Puis, les États-Unis ont dit, mais il y a maintenant des puissances qui se dotent de missiles intermédiaires, et contre ces missiles-là, il faut se protéger. Et, si vous voulez, on n'est plus dans le même raisonnement. En ce qui concernait les missiles intercontinentaux, on était dans le cadre d'une confrontation
Union soviétique, États-Unis ou Russie, États-Unis, de chaque côté plusieurs milliers de têtes, des capacités gigantesques, bref. Des capacités intercontinentales. Intercontinentales. Là, on parle beaucoup plus, par exemple, de possibles missiles iraniens. Et on voit bien qu'à ce moment-là, si l'Iran se dote de missiles, il en aura une quinzaine ou une vingtaine. À la limite, on pourrait dire la même chose sur des missiles pakistanais. Il doit y en avoir une trentaine, une quarantaine. Déjà, le cas est plus complexe avec l'Inde parce que l'Inde. On parle bien des vecteurs, non pas des têtes. Hein. Voilà, tout à fait. Le missile est un vecteur. L'Inde a, elle aussi, un sous-marin nucléaire. Bon, un sous-marin lanceur d'engins. Bref. Le raisonnement se comprenait par rapport à l'Iran. Mais l'Iran, pour l'instant, n'a pas acquis la capacité nucléaire. Donc, en réalité, quand les États-Unis sortent en 2002, ils ont autre chose en tête. Et ils ont l'idée de protéger leurs alliés ou de protéger des pays qu'ils souhaitent protéger, par exemple Israël ou d'autres, par rapport à des missiles non nucléaires, mais qui pourraient être porteurs d'armes de destruction massive. Vous savez qu'on avait beaucoup parlé des têtes à gaz qu'aurait pu utiliser, qu'aurait pu utiliser Saddam Hussein. On était beaucoup plus dans cette logique-là. Le problème, c'est que évidemment, ces systèmes montent en puissance avec le temps. Et tout simplement parce que fin des années 90, début des années 2000... Les systèmes de vecteurs ou les systèmes de... Les systèmes de défense. Les systèmes de défense, voilà. Les premiers systèmes de missiles, ils avaient même du mal à intercepter les Scud irakiens, puisqu'un certain nombre de Scud sont passés au travers. Bon, aujourd'hui... Bien sûr qu'ils auront cette capacité, mais par rapport à d'autres missiles, y compris des missiles avec des systèmes de leurre même peu sophistiqués, ça pourrait quand même leur poser un problème. Donc, il y a cette montée en puissance et il y a toujours le risque, si vous voulez, c'est un risque technologique qui est pris en compte par les Russes comme par les Américains, c'est le fait qu'un des deux pays arrive à mettre au point un système de défense antimissile efficace et léger qui puisse être déployé à partir des systèmes de protection antimissiles contre des missiles à portée intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle la Russie a décidé de développer les missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques qui sont en réalité des planeurs, si vous voulez. Ces planeurs ne montent pas aussi haut que des roquettes, enfin que des missiles. Donc, la capacité de les détecter est moindre. Et effectivement, comme ce sont des planeurs manœuvrants, ils peuvent éviter les endroits où il y a des systèmes antimissiles. Donc, tout ceci montre qu'en réalité, la dissuasion est toujours maintenue. C'est-à-dire que ce soit les États-Unis ou que ce soit la Russie, ils ont toujours la capacité de destruction mutuelle assurée. Bon. Mais ça n'empêche pas, d'une certaine manière, ces deux puissances de se parler entre elles à travers ces accords. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les accords, les traités, les propositions de traités, les amendements, bref, tout ceci, c'est une manière de se parler entre Russes et Américains. Et c'est là où on en est. Et là, d'une certaine manière, les Russes disent vous ne tenez pas vos engagements, on n'a plus envie de discuter avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on va provoquer une guerre, ça ne veut pas dire qu'on va lancer une attaque tous azimuts, mais d'une certaine manière, nous sommes fatigués de cette forme de négociation. Soit vous décidez de discuter sérieusement, et alors on peut reprendre un cadre général de traité de désarmement, soit
vous continuez à faire ce que vous faites, et à ce moment-là, nous ne discutons plus avec vous. Bien. Le problème... C'est pas vraiment les Russes qui sont sortis du traité ABM en 2002, quoi. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, la sortie des Américains du traité ABM, il l'avait notifié aux Russes, il l'avait signifié aux Russes en disant, mais nous on fait ça pour développer des systèmes de protection contre des missiles intermédiaires. Voilà, donc c'était une manière de dire aux Russes, bon, vous n'êtes pas concernés, mais comme le texte du traité était très contraignant, les États-Unis, s'ils voulaient mettre en place ces systèmes de défense contre des missiles intermédiaires, étaient obligés de sortir du traité général. Bien. Et donc là, c'est là où les Russes aussi se sont dit, bon, ils disent qu'ils le font pour ça, mais on ne sait pas dans 20 ans ou dans 25 ans le niveau technologique qu'ils peuvent avoir atteint. Donc, on préfère se doter d'armes, à côté des missiles intercontinentaux, d'armes différentes, les missiles hypersoniques, qui de toutes les manières sont à peu de choses près invulnérables par les systèmes antimissiles. Donc voilà, c'est ça le cadre général. Aujourd'hui, quand on regarde le traité TICE, donc le traité d'interdiction des essais nucléaires, les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Les Russes, qui l'avaient ratifié, le dératifient. En réalité, ça n'a pas de, si vous voulez, ça n'a pas de sens stratégique. C'est pas pour autant que les États-Unis vont faire des essais nucléaires, en tous les cas pas dans l'immédiat. Les Russes ne feront pas des essais nucléaires, en tous les cas pas dans l'immédiat. Et de toutes les manières, les pays qui sont susceptibles de faire des essais nucléaires, autrement dit, les proliférateurs actuels, donc Pakistan, Inde, Corée du Nord, Israël, n'ont pas signé ce traité. Donc, je vous dis, c'est bien au niveau de la discussion que se trouve le problème. C'est une manière pour le gouvernement russe de dire au gouvernement américain, on n'a plus envie de discuter avec vous dans ces conditions. Et ça, si vous voulez, alors bien sûr, ce n'est pas une menace, mais c'est quand même le signe d'une dégradation assez considérable du climat entre les deux pays. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on n'est plus dans la situation des années 70. Dans les années 70, nous avions 5 puissances nucléaires. Les États-Unis et l'Union soviétique, qui étaient absolument dominants, une capacité nucléaire limitée française, alors limitée mais réelle, elle était capable de survivre à une première frappe et elle était capable d'infliger des dommages graves. Voilà, bon. Une capacité nucléaire de niveau moindre des Britanniques, et qui d'ailleurs était liée aux États-Unis parce qu'ils utilisaient en réalité des missiles américains, et une capacité nucléaire chinoise qui était essentiellement symbolique. Bon. Donc, évidemment, les négociations soviéto-américaines, c'était le cœur du problème. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Si vous voulez, il faut comprendre qu'aujourd'hui, d'abord, on a la Chine qui est montée en puissance. Alors, certes, elle a, suivant les estimations, entre 500 et 700 têtes nucléaires. Mais c'est en fait suffisant, si vous voulez. Voilà. Donc, elle est dans un vrai rapport de dissuasion avec les États-Unis. La France, elle a fait baisser son système nucléaire, comme la Grande-Bretagne, mais elle maintient malgré tout un système nucléaire résiduel qui garantit sa sécurité. Mais le problème, c'est qu'on a des nouveaux acteurs nucléaires qui se sont arrivés. Et comme ces acteurs sont arrivés hors de toute négociation, parce que il faut toujours rappeler un problème. On a décidé, mais si vous voulez, il faut faire attention parce que les Américains savaient aussi que en aidant le Pakistan, ils provoqueraient une réaction de l'Inde.
Et on a aujourd'hui une forme de dissuasion régionale limitée, alors qui marche très bien. Pour l'instant, elle marche très bien, mais elle est instable parce que on n'a pas de garantie que le système pakistanais soit capable de survivre à une première frappe. L'Inde, par contre, a un système plus stable parce qu'elle a un sous-marin lance-missile. Nous avons aussi Israël. Alors Israël, c'est l'éléphant dans la pièce. On sait qu'Israël dispose de 3 types de vecteurs. Un vecteur terrestre, c'est les descendants du missile Jericho, qui avait été construit dans les années 60 et le début des années 70 sur la base d'une technologie française. Bon. Donc c'est les successeurs, c'est les améliorations successives. Bien. Les avions, bah oui, la force aérienne israélienne a une capacité nucléaire et il y a des sous-marins. Alors, ce sont des sous-marins, je dirais, non nucléaires. Je n'ose pas dire traditionnels parce que désormais le sous-marin diesel électrique est devenu tellement perfectionné qu'il a des capacités très différentes des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale ou des années 50. Voilà, c'est la capacité d'être en station, d'être sur zone pour de très longues périodes. Mais les Israéliens n'en ont pas besoin de cela. Or, donc leurs sous-marins sont équipés de missiles. Alors, certains de ces missiles ont des têtes conventionnelles pour aller frapper soit à terre, soit en mer. Bon, et certains ont des têtes nucléaires. Alors, il y en a probablement, ils ont probablement entre 10 à 15 missiles sur sous-marin, mais ça, plus le système, je dirais, Jericho plus, enfin, développé depuis le Jericho, plus les avions, ça leur donne quand même une capacité nucléaire non négligeable, régionale. Il faut bien comprendre, régionale. Bon, on a ça. On a la Corée du Nord qui a probablement entre 15 et 20 têtes. Les Israéliens doivent en avoir. Bon, la limite basse, c'est 75. Ce que j'ai vu, moi, dans la littérature ouverte, limite basse, 75 têtes, limite haute, 150. Bon, voilà, on est à ce niveau-là. La Corée du Nord doit avoir entre 15 et 20 têtes. Là encore, avec des missiles qui, pour l'instant, sont des missiles à portée intermédiaire. Mais les Coréens du Nord travaillent beaucoup et pourraient être en mesure d'avoir un missile intercontinental d'ici 1 an ou 2. Et puis on a le cas de l'Iran. Or, pour l'instant, l'Iran n'a pas fait la démonstration de sa capacité nucléaire. Alors, il ne se passe rien, ça, bien malin qui le sait. Si vous voulez, je vais vous dire, bon, voilà. Bien. Mais ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, l'Iran n'a pas procédé à des essais nucléaires. Or, un pays proliférateur qui, évidemment, n'a pas tout l'arrière-plan technique et toute l'habitude des armes nucléaires et les effets des essais antérieurs. Vous savez que la France, par exemple, avait refusé pendant tout un temps. Mais si vous voulez, la simulation, il faut la calibrer avec des explosions réelles. C'est-à-dire que quand vous avez fait déjà 20 à 30 tests réels, vous pouvez passer à la simulation. Mais passer à la simulation de zéro directement à la simulation, c'est impossible, peut-être pas, mais c'est autre chose. On est vraiment dans un autre domaine. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que oui, l'Iran a des capacités de missiles. Ils ont des missiles qui sont capables d'atteindre Israël et même un peu plus loin que ça. Mais pour l'instant, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Et donc, le problème dans lequel on est, c'est moins le dialogue
russo-américain, qui reste important, mais qui n'a plus la centralité qu'il avait dans les années 70. Aujourd'hui, le problème, ce sont les proliférateurs avérés et la possibilité de voir émerger des nouveaux proliférateurs. C'est vraiment quelque chose de déclaratif, parce que ce n'est pas une arme nucléaire. Il faudrait remettre des missiles à la Turquie. Les bombes à gravité, je dirais qu'elles ne seraient plus trop utilisées. Bon, elles ne peuvent être utilisées que quand on a une forme de supériorité aérienne assez globale. Donc, oui, bon, mais si vous voulez, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est beaucoup plus les proliférateurs futurs. Alors, ces proliférateurs, qui sont-ils? L'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a. Alors, pendant longtemps, l'Arabie Saoudite a dit l'arme nucléaire pakistanaise, elle est un petit peu à nous. Bon, mais visiblement, ils veulent développer leur propre arme nucléaire. Donc ça, c'est un problème. Le cas de la Turquie. Le Pakistan a clairement dit à la Turquie qu'il lui donnerait une arme nucléaire pour dissuader Israël. Via le Pakistan, mais c'est plutôt des transferts de technologie que des transferts d'armes. Donc, voilà. Bon, donc on a au moins 2 proliférateurs potentiels qui sont importants. Or, si le traité d'interdiction des essais nucléaires avait été ratifié par tous les pays qui devaient le ratifier, ça aurait permis d'avoir un cadre général, non pas bloquant, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrive pas à bloquer un pays qui est vraiment déterminé à proliférer, mais obligeant le futur proliférateur à, d'une certaine manière, envoyer des signaux comme quoi il n'a pas des intentions agressives. Et là, aujourd'hui, on a perdu cette capacité, si vous voulez, au niveau général. Donc, le problème, c'est que les Russes considèrent que cette perte de capacité est plus embêtante pour les Américains et globalement pour les Occidentaux que pour eux. En fait, il faut aussi voir la sortie de la Russie du traité d'interdiction des essais nucléaires dans ce cadre. On se casse, on se protège, et par ailleurs, de facto, on détruit la possibilité, parce que encore aurait-il fallu que les Américains signent le traité, hein, mais tant qu'il y avait la ratification russe, il y avait toujours la possibilité que les Américains le signent à leur tour. On détruit la possibilité d'avoir un cadre juridique global qui nous permet non pas d'empêcher, mais de contrôler l'émergence de, si vous voulez, de nouveaux proliférateurs. Le problème, c'est que une fois qu'un pays a décidé de proliférer, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. En fait, il y a un seul cas d'un proliférateur qui a accepté de se débarrasser de la bombe. C'est l'Afrique du Sud, si vous voulez. L'Afrique du Sud, en liaison avec Israël, avait obtenu une arme nucléaire et, si vous voulez, quand de Klerk a commencé à négocier avec Mandela, le non-dit de cette négociation, c'était vous n'aurez pas la bombe, donc on va la rendre aux Américains. Et Mandela a dit d'accord. Parce que Mandela n'était pas intéressé par l'arme nucléaire et il considérait que une fois la question de l'apartheid réglée, l'armée d'Afrique du Sud, même l'armée d'une Afrique du Sud, si vous voulez, post-apartheid, était amplement suffisante pour dissuader n'importe quelle autre puissance régionale de venir leur chercher des noises. Bien. Mais ça, c'était la position de Mandela au début des années 2000. Est-ce que on ne pourrait pas avoir d'ici 10 ou 15 ans le retour de cette idée d'avoir un armement nucléaire pour l'Afrique du Sud? C'est aussi une question qu'il convient de poser. Ça concorde avec l'affaire Areva, par laquelle on voulait faire de l'Afrique du Sud le cœur de la production électrique en Afrique par le nucléaire. Oui, mais c'était du civil.
attention, le passage de la technologie civile à la technologie militaire est très compliqué. Et donc, il pouvait y avoir cette volonté de l'Afrique du Sud d'avoir une certaine maîtrise de la filière civile et d'être en mesure de l'offrir à d'autres pays africains, mais ça n'impliquait pas qu'il passe au militaire. On le voit par exemple dans le cas de l'Iran. L'Iran développe en réalité une capacité militaire sans avoir développé de capacité civile. Bon. Et il y a toute une série de pays qui ont développé des capacités civiles et qui ne veulent pas passer aux capacités militaires. Bah, vous avez l'Allemagne, la Suède, bon, tous ces pays. Donc, on est dans une situation où, pour l'instant, le problème de la prolifération est encore maîtrisable. Alors, ça devient de plus en plus compliqué, mais ça reste maîtrisable. Le problème, mais là, il faut se projeter à 20, 25 ans, qui risque de se passer, c'est qu'à partir d'un certain moment, avec l'absence de tout traité international, de tout cadre légal au niveau international, même des pays qui sont des pays pacifiques, etc., commencent à se dire la garantie américaine, il n'est pas sûr qu'elle soit valable dans le temps. Il faut qu'on se dote, nous aussi, d'une capacité limitée, mais suffisante pour arriver à une forme de dissuasion régionale. Et ça, c'est un monde qui devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux à gérer. Si vous voulez, si d'ici 15 ou 20 ans, même des pays européens considèrent, outre la France et l'Angleterre bien sûr, mais d'autres pays européens considèrent que la garantie nucléaire américaine, elle ne vaut pas nécessairement grand-chose. La France et la Grande-Bretagne auront beaucoup de mal à vouloir étendre la dissuasion et se protégeront d'abord eux. Bon. Alors, vous imaginez si la Pologne se dote d'une arme nucléaire, si la Suède se dote d'une arme nucléaire. Donc, c'est en réalité toute cette dynamique, alors qui n'est pas une dynamique immédiate, qui est une dynamique, je vous dis, il y a 15, 20, 25 ans. Hein. Bon, mais c'est toute cette dynamique qui, d'une certaine manière, est relancée par la disparition de l'accord sur les essais nucléaires, non pas en tant qu'accord en tant que tel, parce que cet accord, en fait, n'avait pas la capacité d'empêcher des pays qui ne l'avaient pas signé de faire des essais nucléaires, mais il créait un cadre global, et ce cadre global pouvait servir de base à une future législation internationale. C'est cette perspective qui a disparu parce que les États-Unis... La dissuasion nucléaire ne se partageant pas, le parapluie nucléaire américain est un petit peu une arnaque, non ? Tout à fait. Et donc voilà, on va être là dans ce type de problème. Alors, je dis on va. Il n'est pas impossible que d'ici quelques années, Américains et Russes fassent marche arrière et considèrent malgré tout qu'ils ont besoin d'un cadre international de limitation des armements nucléaires, de limitation des tests nucléaires, etc., etc. Bien, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des bombes nucléaires, il faut avoir un système stable. Et un système stable, ça demande des communications protégées, donc capables de fonctionner en ambiance nucléaire, et ça, c'est compliqué. Si vous voulez, c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, pour la France, ce sont les Transal Astarté qui assurent ça. Une capacité de détection. Bon, il y a des ogives nucléaires qui sont tirées. Est-ce qu'elles viennent vers moi ou pas ? D'où sont-elles parties ? Il y a la capacité de détection, la capacité de communication et la capacité de résistance au cas où la première frappe vous vise réellement. Et ça, cette capacité réelle n'existe
qu'aux États-Unis, qu'en Russie, qu'en Chine, qu'en France, qu'en Grande-Bretagne et probablement en Israël. Le Pakistan ne l'a pas, ne l'a probablement pas. Et la Corée du Nord ne l'a pas. On a des pays qui sont stables, des pays qui sont instables. Et tout nouveau proliférateur sera par nature instable. Au moins avant quelques dizaines d'années. Et donc, d'après vous, que faudrait-il faire pour éviter l'hiver nucléaire ? Il faudrait convoquer une conférence en reconnaissant tous les proliférateurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des pays qui ont proliféré de manière absolument illégale. Israël, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord. Bon. Eh bien, il faut leur donner ce qu'ils cherchent, la reconnaissance internationale de leur capacité nucléaire. C'est, à peu de choses près, la chose la plus intelligente qu'on puisse faire. Donc voilà. Mais cela, évidemment, ça veut dire que l'on abandonne la posture déclarative qui est la nôtre, qui est celle des puissances nucléaires de longue date, qui consiste à dire pas de prolifération zéro. C'était intenable. Moi, j'ai cherché à faire avancer au début des années 90 l'idée comme quoi il fallait créer un statut du proliférateur. Parce que j'avais dit que cette position était intenable. Bon, aujourd'hui, on voit, elle n'a pas été tenue, mais on a des proliférateurs hors de tout statut. Donc, il faut les faire re-rentrer dans une forme de statut. Et donc, ça vous donne des responsabilités. C'est pas simplement quelque chose qui vous donne un avantage, ça vous donne aussi des responsabilités. Merci beaucoup, Jacques Sapir.